Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le président de la République a présidé une réunion de travail consacrée à la mécanisation agricole et a ordonné la création de coopératives au profit des agriculteurs. On parlera également dans ce journal des efforts déployés par l'État pour assurer la sécurité alimentaire à travers l'extension des superficies agricoles et l'amélioration des rendements dans plusieurs filières stratégiques. Et la situation au Maroc marquée par la précarité, les démolitions sans relogement et des violations des droits fondamentaux dénoncées par les citoyens. Nous terminerons avec le concert de Yanis Taleb où le pianiste algérien a séduit le public en alliant musique classique et sonorité algérienne, célébrant l'identité musicale de son pays. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a présidé hier une réunion de travail consacrée à la mécanisation agricole, à l'issue de laquelle il a décidé la création de coopératives spécialisées dans la location de matériel agricole de tout type au profit des agriculteurs, dans le but d'élargir les superficies cultivées et d'améliorer la productivité agricole nationale, conformément aux décisions et recommandations du dernier Conseil des ministres. Le président de la République a également décidé à cette occasion la création d'un Conseil national de mécanisation agricole. En pris part à la réunion, le directeur de cabinet de la présidence de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, des responsables d'entreprises et de sociétés algériennes spécialisées dans la fabrication de matériel agricole. Et justement, les efforts déployés par l'État pour assurer la sécurité alimentaire se concrétisent aujourd'hui sur le terrain. L'extension de la superficie agricole et la modernisation des moyens de production ont eu un impact positif sur l'ensemble du secteur. Les cultures stratégiques enregistrent des rendements importants avec une nette amélioration aussi bien quantitative que qualitative dans plusieurs filières. Une dynamique qui encourage les investisseurs à intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés. Walid Yousfi. Face aux défis climatiques, la sécurité alimentaire s'impose aujourd'hui comme un enjeu stratégique majeur. À ce titre, l'Algérie a mis en œuvre une série de mesures destinées à renforcer l'autosuffisance alimentaire. Parmi les axes clés de cette stratégie, l'extension des superficies cultivées, notamment dans les régions du Sud. Des zones qui recèlent d'importantes potentialités agricoles et qui constituent un levier pour le développement des cultures stratégiques. Au cœur de cette dynamique, la mécanisation agricole joue un rôle déterminant. Elle permet d'améliorer les rendements, d'optimiser les délais de labour, de semis et de récolte, mais aussi de maîtriser l'irrigation selon des programmes bien définis. Malgré les efforts déployés pour renforcer l'offre en matériel agricole, la demande demeure toutefois élevée sur le marché national. L'État poursuit ainsi sa transition vers une agriculture moderne, productive et performante, rompant progressivement avec les pratiques traditionnelles. Ces dernières années, cette orientation a déjà permis des avancées notables, notamment à travers l'amélioration du rendement à l'hectare dans plusieurs filières stratégiques. Des résultats encourageants, même si les défis restent importants au regard des ambitions affichées et de l'objectif fixé, celui de garantir une sécurité alimentaire durable et globale. On vous emmène à Blida, où une ferme pilote mise sur l'innovation pour développer ses cultures. Agrumes, kakis et amandiers y sont cultivés selon un système intensif. Chaque étape de production est suivie de près grâce aux technologies modernes et au savoir-faire d'une équipe de jeunes ingénieurs. Walid Yousfi. L'adoption de nouvelles technologies en agriculture s'impose désormais comme une nécessité afin d'optimiser le rendement, réduire les coûts et améliorer la qualité des cultures. Un pari relevé par cette ferme agricole qui utilise des méthodes innovantes, ouvrant la voie à une agriculture plus efficace et durable. Cette ferme agricole s'étend sur une superficie de 340 hectares, dont 320 hectares exploités. Les cultures se répartissent principalement entre les agrumes sur 230 hectares, le kaki sur 50 hectares et les amandiers sur une superficie de 41 hectares.
Notre objectif est surtout de suivre et de contrôler le coût de production de bout en bout. Nous analysons les données pour optimiser le tout. La méthode de conduite adoptée ici est différente. Il s'agit d'une méthode de culture appliquée exclusivement au sein de ce complexe. Cette approche vise à augmenter la productivité. Il s'agit du système de plantation hyper intensif avec une densité de 1600 arbres par hectare. Pour assurer le suivi de la productivité, l'exploitation dispose d'une salle de pilotage numérique, équipée de systèmes modernes ainsi que d'un dispositif d'irrigation goutte à goutte permettant d'apporter avec précision de l'eau et des engrais selon les besoins. L'exploitation dispose d'une station d'irrigation ultramoderne où les quantités d'eau et d'engrais destinés aux arbres sont programmées avec précision. Cette station nous permet de mesurer le degré d'acidité et la qualité de l'eau, ainsi que sa conductivité électrique, assurant ainsi une bonne absorption par les arbres. Nous avons fait appel à des startups spécialisées dans les programmes et les technologies de suivi des arbres fruitiers. Elles sont gérées par des jeunes. Nous nous appuyons également sur des consultants et nous comptons aussi sur des jeunes ingénieurs qui représentent l'avenir du secteur. La modernisation et l'innovation sont désormais des leviers incontournables pour préparer une agriculture de demain plus résiliente et plus productive. Une nouvelle avancée en matière de protection sociale. La carte Chifa dédiée à l'accès aux médicaments a été lancée au profit des personnes démunies sans couverture sociale. Une initiative qui confirme l'engagement de l'État à garantir le droit à la santé et un accès équitable aux soins et aux médicaux. Naïm Al-Walish. Pareil à la carte Chifa, ce document numérique élargit sensiblement non seulement la gamme de médicaments dont vont bénéficier les démunis, mais aussi et surtout les officines conventionnées avec la CNAS, passant désormais à 13 000 pharmacies. Il y avait un dispositif mis en place en 1996 qui prenait en charge pour le compte de l'État les médicaments pour les démunis non assurés sociaux, mais à l'époque, c'était réservé uniquement aux malades chroniques. Et il leur ouvrait droit à uniquement une liste extrêmement limitée de médicaments. Le dispositif, le nouveau, a apporté bien sûr d'abord un élargissement des bénéficiaires. On ne parle plus que des malades chroniques, c'est tous les démunis, y compris parmi eux les malades chroniques. Les médicaments, c'est élargi maintenant à pratiquement toute la liste des médicaments remboursables. C'est-à-dire à peu près un peu plus de 5500 médicaments qui sont aujourd'hui éligibles à une dispensation au profit de ces personnes. Pour obtenir cette carte qui profitera bien sûr aux enfants mineurs des bénéficiaires, les demandeurs doivent se rapprocher des services sociaux de leur APC respective. Bien sûr, il faut déposer un dossier administratif qui est vraiment simple. Le dossier, il va être envoyé de la commune vers les directions de l'action sociale de la wilaya, bien sûr concernée. Et bien sûr, le DAS au niveau de wilaya, c'est lui qui préside la commission. En amont du lancement de cette carte valide 10 ans renouvelable, une campagne d'information et de sensibilisation est d'ores et déjà lancée par les services sociaux de concert avec les services de la CNAS. Alger accueille le salon Horeca qui se poursuit jusqu'au 22 janvier. Ce rendez-vous des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration réunit leaders et talents du secteur, offrant une vitrine des innovations, équipements et solutions qui redéfinissent l'hôtellerie et la restauration en Algérie. Milad Hennin, reportage. Pendant 4 jours, Horeca Expo rassemblera les acteurs clés de l'hôtellerie. Catering, fabricants d'équipements, fournisseurs innovants ou de solutions tech. Tous sont là pour réinventer l'expérience client dans un marché en pleine croissance. Donc c'est très intéressant qu'on trouve un stand qui offre tout ce qui est lié courant faible et caméras de surveillance, contrôle d'accès. C'est très intéressant que l'on travaille ce domaine de l'hôtellerie. On trouve cette solution. Je suis très heureux, sincèrement. Une société 100% algérienne, donc c'est 100% made in Bladi. La production se fait ici en Algérie
Et nous avons une usine qui est située au niveau de Dalbeda et une deuxième située à Bebzouar pour la réfrigération commerciale. On fait partie du groupe SSP. On a شركة مختصين في l'intégration des systèmes courant faible pour les hôtels. On a réalisé plus de 200 projets au niveau national, منهم à peu près une soixantaine d'hôtels. Donc on fait tout ce qui est caméra de surveillance, contrôle d'accès, réseau informatique, solutions GRMS et on fait aussi la sonorisation. Les défis du secteur, digitalisation, durabilité, optimisation des opérations et satisfaction client. Horeca Expo n'est pas seulement une vitrine, c'est un véritable carrefour d'affaires où des acteurs internationaux et locaux viennent tisser des partenariats. Nous avons plusieurs produits à présenter. Notre objectif, c'est celui de renforcer ce partenariat. Et surtout maintenant, nous avons un grand projet d'assemblage. Ici, viendra ici effectué en Algérie. Surpris par la qualité des produits et la qualité des outils qui sont des produits locaux. Donc ça va nous faciliter la réalisation de notre objectif au futur. Je suis prochain investisseur, Inch'Allah, donc c'est vraiment un salon très intéressant. Il y a de tout. Vraiment, il y a les équipements, vraiment tout ce qu'il faut pour commencer un investissement de zéro à en finir, genre avoir votre investissement prêt. Entre innovation et savoir-faire, ce salon s'impose comme un espace où se dessine l'avenir de l'hôtellerie et de la restauration. Au Maroc, le Makhzen est pointé du doigt. Marginalisation, pauvreté extrême et démolition sans relogement plongent des familles entières dans la précarité. Dans les zones rurales, les citoyens dénoncent un abandon de l'État et des droits fondamentaux bafoués, laissant les plus vulnérables livrés à eux-mêmes. Milet Hennin. هاهما مخرجينا مسكين غير بيدم ها شو كيف داير ها الماء شو الشطر كيف دايره. Au Maroc, le sentiment d'injustice grandit chaque jour, nourri par les décisions arbitraires du Makhzen qui s'acharnent sur une population déjà en proie à une grande précarité. Nous n'avons aucun droit. Nos droits sont totalement bafoués et l'État ignore totalement notre existence. Dans plusieurs villes, les opérations de démolition se poursuivent sans aucune alternative de relogement, jetant des familles à la rue sans toit ni protection. Femmes, enfants et personnes âgées doivent affronter seuls le froid et les intempéries. Ils veulent nous expulser sans aucune indemnisation et sans nous prévenir. Nous n'avons nulle part où aller et pas d'argent pour louer. Je vais me retrouver à la rue avec mes enfants. Ne détruisez pas ma maison sans aucune raison. Nous vivons ici depuis des générations. Personne ne nous a prévenus. Les enfants sont en état de panique et nous n'avons nulle part où aller. Nous demandons simplement des solutions qui préservent notre dignité et nos droits en tant que citoyens. Face à l'abandon systématique et au mépris des droits fondamentaux, les citoyens continuent de lutter seuls pour leur survie, de plus en plus exposés à la précarité.
Aux Pays-Bas, le Parti national Rifin a organisé des manifestations pour rappeler les massacres de janvier 1984 dans le Rif. Les manifestants ont brandi les drapeaux de la République et du Rif et des images dénonçant la répression menée par les forces du Marzen contre un peuple qui réclamait son droit à la liberté. Raouf Hamouche. 42 ans sont passés, mais pour les Rifins, la douleur est intacte. À Amsterdam, loin des montagnes du Rif, des hommes et femmes se rassemblent pour ne pas oublier. Ils commémorent les événements de janvier 1984, une page sombre de l'histoire contemporaine du Rif, gravée dans sa mémoire collective. Une histoire marquée par la marginalisation, la discrimination et la violence exercée par le Marzen contre la population du Rif. C'était une guerre ouverte menée par le Marzen de Hassan II contre une population civile désarmée. Un peuple qui ne réclamait qu'une chose, le droit de vivre librement, dans la dignité et le respect. Nous sommes en janvier 1984. Des manifestations éclatent dans plusieurs villes du Rif. La population locale proteste contre la cherté de la vie et la précarité sociale. La réponse des autorités est immédiate. Une répression sanglante faisant plusieurs victimes, des arrestations et un nombre incalculable de disparitions. Le peuple du Rif est debout et déterminé. Nous disons non à la réconciliation. Nous ne tomberons plus dans le même piège. Nous poursuivrons notre lutte souveraine jusqu'au départ du dernier militaire marocain de notre terre. Le Marzen a de nouveau recours à l'assassinat pour faire taire les voix critiques. Dernièrement, 2 journalistes ont été assassinés dans leur chambre d'hôtel à Rabat. Leur crime, avoir qualifié la sélection marocaine de sélection de cocaïne. L'histoire de la famille royale marocaine est entachée de sang. En 1958 et 1959, de nombreux martyrs ont été tués dans les rues et certains ont même été enterrés vivants. Pour les Rifins, janvier 1984 ne constitue pas un épisode isolé. La région garde en mémoire également le douloureux souvenir des massacres de 1958 et 1959, au cours desquels des milliers de civils auraient péri lors d'opérations militaires. Une succession de blessures historiques qui nourrit encore aujourd'hui un profond sentiment d'injustice. Et à Gaza, les forces d'occupation sionistes, accompagnées de bulldozers, ont pris d'assaut le siège de l'UNRWA et procédé à la démolition de bâtiments à l'intérieur de l'enceinte de l'organisation. Au centre et au sud de l'enclave, des avions de l'occupation sioniste ont lancé ce matin des raids sur l'est de Khan Younes, ainsi que sur les camps d'Al Bouraïj et de Dar el-Balah. Le réseau des organisations civiles palestiniennes a mis en garde contre une catastrophe sanitaire et environnementale dans l'enclave au moment où les conditions climatiques ont favorisé la propagation des virus et la recrudescence des maladies parmi la population. Un génocide qui a fait plus de 71 000 martyrs et plus de 170 000 blessés pour la majorité des enfants et des femmes ainsi que des centaines de milliers de déplacés. En France, la Grande Mosquée de Paris a ouvert ses portes à une célébration culturelle dédiée à Yin Nayer, le nouvel an amazigh de 1976. À travers une programmation artistique inédite, une véritable immersion dans l'univers amazigh mettant à l'honneur l'art comme expression vivante de notre identité. Afef Belhouchet. Dans cette salle, les pas feutrés glissent sur le marbre, des voix se croisent à mi-ton, on s'arrête, fasciné par des couleurs éclatantes, des scènes de village suspendues au mur. Ici, on prend le temps de regarder, d'expliquer et de transmettre. Plus loin, une table invite les visiteurs à écrire leur prénom en calligraphie amazigh, comme un geste simple pour inscrire cette trace dans une mémoire plus vaste. C'est dans cette atmosphère chaleureuse et recueillie que s'est ouverte Yin Nayer Art, célébration du nouvel an amazigh, au cœur de la Grande Mosquée de Paris. Un choix fort assumé que le recteur rappelle dès les premiers mots. Il est important pour nous de rappeler et renforcer notre identité pour que nous puissions tous ensemble relever les grands défis qui nous attendent, notamment en 2026. Yin Nayer est une fête importante
Et ces valeurs fondamentales de cette belle fête sont complètement intégrées dans les valeurs de notre religion d'islam. Et pour moi, c'était important puisque en Algérie, nous fêtons cette belle fête et que voilà, pour toute cette Algérie que j'aime tant, je souhaiterais leur adresser mes vœux les plus sincères pour l'année 2026. Il y a beaucoup de défis à relever, mais la Grande Mosquée de Paris sera toujours présente pour apaiser, pour montrer que des deux rives de la Méditerranée, nous pouvons vivre ensemble de manière, je dirais, sereine. Autour de lui, des invités officiels, parmi lesquels le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie, mais aussi des artistes, des intellectuels et des familles venues nombreuses. Au centre du parcours, l'œuvre de Hamsi Boubacar. Ses peintures racontent des fêtes, des rituels, des gestes quotidiens, des scènes foisonnantes, presque musicales, où chaque détail semble porteur de sens. Moi, en tant qu'artiste, je me dis que le Naïr aussi doit être présenté sous sa forme artistique. C'est l'art qui fait connaître un pays, c'est l'art qui fait connaître une nation, c'est l'art qui fait connaître une population. Hamsi Boubacar qui rend également hommage aux femmes, piliers silencieux de cette transmission, mères, grand-mères, conteuses, gardiennes d'une mémoire 2 fois millénaire. Ce sont les femmes qui nous ont transmis les contes, les motifs, le travail, même la cuisine. C'est toute une culture de tradition orale que moi j'ai mis sur papier et que je voulais partager, pas seulement avec les Algériens, mais mon travail était toujours de m'ouvrir au monde. La visite se prolonge autour des saveurs du Yenneyer. Couscous, galettes, douceurs traditionnelles, on partage, on goûte, on échange. L'art culinaire rejoint l'art tout court, dans un même mouvement de convivialité. Yenneyer Art aura été une expérience collective, un moment suspendu où l'art amazigh vivant, contemporain, a trouvé à la Grande Mosquée de Paris un espace de reconnaissance, de dialogue et de transmission. Et pour terminer, on vous propose une immersion dans l'univers de l'art depuis Londres, où le pianiste et compositeur Yanis Taleb a animé une soirée musicale accueillie par la prestigieuse Académie royale de musique. Une soirée mêlant musique classique occidentale et sonorités orientales algériennes. Mais Zahra Chpot. Une rencontre musicale entre 2 univers à travers le piano. Sur scène, le pianiste et compositeur autodidacte Yanis Taleb a proposé un voyage sonore où la musique classique occidentale croise des influences orientales inspirées de son héritage culturel algérien. J'ai interprété certaines de mes compositions musicales ainsi que des chants patriotiques algériens. J'ai également joué Ya Rayah au piano. Le public était formidable, composé à la fois de membres de la diaspora algérienne et de spectateurs londoniens. L'accueil a été très chaleureux. Dans la salle, ses œuvres ont rappelé les racines musicales algériennes, revisitées dans une écriture contemporaine devant un public attentif et sensible à cette fusion des styles à la fois sobre et expressive. C'est un spectacle exceptionnel où Yanis nous a transportés entre musique classique et rythme algérien à travers des morceaux qui resteront gravés dans nos mémoires. Bien plus qu'un voyage musical passionnant, cette soirée a apporté un message artistique fort, celui d'une musique algérienne capable de fusionner avec les écoles musicales internationales et de s'imposer sur les grandes scènes culturelles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.